Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce vendredi 7 octobre. Le Conseil national a une nouvelle présidente. Après le départ de Stéphane Valéry, Brigitte Boccon-Pagès a été élue à l'unanimité. Nous y reviendrons dans quelques instants. C'est un projet qui vise à désengorger la principauté. La création d'une trémie à la sortie du tunnel Reyné 3 a été votée hier lors du Conseil métropolitain. Jean-Luc Puyot, le directeur de l'aménagement urbain, sera avec nous pour en parler. Puis nous recevrons Konstantin Sigov. Le philosophe ukrainien est actuellement en résidence dans les ateliers d'artistes de la direction des affaires culturelles. Il sera également l'invité du prochain rendez-vous des rencontres philosophiques de Monaco sur le thème de la guerre. Dans ce journal également, le récital Maria João Pires avec Schubert et Debussy à l'honneur. Et puis retrouver à l'issue de cette édition un grand format consacré à un exercice anti-pollution en mer. Je vous le disais en titre, Brigitte Boccon-Pagès a été élue hier présidente du Conseil national, une élection qui fait suite au départ de Stéphane Valéry. Brigitte Boccon-Pagès devient la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de la Haute Assemblée. Cette élection a eu lieu en ouverture de la session d'automne consacrée à l'examen du budget rectificatif. Fabien Bonilla, vous avez assisté à ce moment historique dans l'hémicycle du Conseil national. Il y avait beaucoup d'émotions. Oui, vous avez employé deux mots forts qui résument cette soirée, les mots émotion et historique. Et parmi les dates historiques de cette assemblée, il y a eu 1911, date de la création du Conseil national. Il y a aussi 1962, c'est à ce moment-là que le Conseil national devient une assemblée législative. Et il y aura désormais le 6 octobre 2022, où pour la première fois depuis 1911, depuis 111 ans, et le passage de 13 présidents différents, et bien qu'une femme est à la tête de cette assemblée. Et pour revenir concrètement sur cette soirée de jeudi, la séance est ouverte à 17h02. Brigitte Boccon-Pagès se présente comme présidente du Conseil national. Les 22 élus votent. Il y aura 22 voix pour. Il est 17h14. Brigitte Boccon-Pagès est la nouvelle présidente émue du Conseil national. C'est avec une grande émotion que j'occupe désormais à part entière cette fonction. C'est un honneur dont je mesure d'autant plus la portée que ce siège était occupé par Stéphane Valéry. Comment ne pas avoir une pensée sous forme de remerciement pour celui qui aura tant marqué l'histoire de cette Assemblée au profit de notre communauté nationale et de la principauté tout entière. Chers collègues, en m'élisant, vous avez fait le choix de la continuité. J'ai conscience de la valeur symbolique de cette élection. Voilà qui, je l'espère, inspirera dans la poursuite de leurs rêves toutes les jeunes femmes qui nous regardent. Vous me permettez également d'avoir une pensée pour ma famille et mes proches qui m'accompagnent depuis tant d'années. C'est grâce à leur soutien que je vais désormais me consacrer sans compter à cette belle tâche, comme je le faisais déjà dans mes fonctions de vice-présidente. Viva o Principe, viva Monaco, je vous remercie. Brigitte Boccon-Pagès rentre dans la vie politique en 2001 à la création de l'UP, l'Union pour la Principauté, créée par Stéphane Valéry. Elle est élue en 2003 pour un premier mandat. Brigitte Boccon-Pagès sera réélue en 2008 et enfin en 2018 avec le parti Primo, Priorité Monaco. Elle est la nouvelle présidente du Conseil national. Brigitte Boccon-Pagès a été félicitée par l'ensemble des élus de tous bords ainsi que par le gouvernement. Je tiens, Madame la Présidente, à vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations pour votre élection, au nom du gouvernement, pour votre récente élection et vous formuler mes vœux chaleureux de réussite dans vos nouvelles fonctions. Cette élection, vous l'avez souligné, eu égard à son caractère symbolique, est un fait marquant pour la principauté puisque vous êtes la première femme à accéder à ce niveau de responsabilité au sein du Conseil national. Brigitte Boccon-Pagès occupait auparavant le poste de vice-présidente. Balthazar Sédou, le président de la Commission des finances et de l'économie, se présente. Il sera lui aussi élu avec les 22 voix des conseillers nationaux. Il devient ainsi le vice-président de cette haute assemblée. Et cette soirée inédite, Émilie, s'est logiquement poursuivie par le début de l'examen de la loi du budget rectificatif 2022.
Oui, une séance lors de laquelle il aura été question de logement, mais aussi de mobilité. À ce sujet, le Conseil métropolitain, sous la présidence de Christian Estrosi, a décidé de mettre en œuvre un projet de trémie pour fluidifier la circulation à la sortie de Monaco. Le gouvernement princier s'en est d'ailleurs félicité. Pour mieux comprendre les enjeux d'un tel projet, Jean-Luc Puyot, directeur de l'aménagement urbain, est notre invité. Bonsoir Jean-Luc Puyot. Bonsoir Émilie Rousseau. Est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer sur ce qu'est une trémie ? Alors une trémie, donc en l'occurrence la trémie dont on parle, ce sera une voie souterraine qui passera sous le croisement entre, au niveau de Cap-Bail, l'intersection qui descend sur Cap-Bail et la route nationale qui va jusqu'au tunnel de l'autoroute qui est appelé le tunnel A500. Le projet se veut que dans un sens, c'est ça, dans le sens montant, pourquoi ? Alors la principale raison, c'est que donc cette trémie permettra donc de fluidifier la circulation en sens montant, comme vous l'avez indiqué, parce que nous avons des remontées de queue dans le tunnel Régnier 3. Et donc quand on a une certaine distance à la sortie du tunnel, à peu près une centaine de mètres, la réglementation nous impose de fermer le tunnel. C'est suite à un accident qui avait eu lieu dans le tunnel du Mont-Blanc. C'est pour ça que le tunnel Régnier 3 est souvent fermé aux heures de pointe. C'est simplement pour des questions de sécurité. Absolument, c'est un aspect réglementaire, donc c'est la réglementation dite Mont-Blanc, mais qui ne s'applique pas qu'au tunnel Régnier 3, qui s'applique à tous les tunnels en Europe. Et si on prend l'exemple aussi, souvent donc le tunnel de la 500 qui accède à Monaco est souvent fermé le matin pour les mêmes raisons. Pour chiffrer un petit peu, Jean-Luc Puyot, ce sont combien de pendulaires qui entrent et qui sortent de Monaco chaque jour ? Alors ça fluctue, mais ces derniers temps, on a une moyenne à peu près de 105 000 véhicules jour qui rentrent et qui sortent de la Principauté. Et donc les véhicules qui sortent de la Principauté par l'intermédiaire du tunnel Régnier 3, en heure de pointe, notamment le soir, c'est entre 1800 véhicules heure qui empruntent ce tunnel. Donc cette trémie aurait un grand rôle à jouer sur la circulation aux abords de la Principauté. Absolument, donc ça permettrait notamment, donc, outre l'aspect réglementaire, parce qu'on n'a vraiment pas le choix, de fluidifier donc, la circulation en sens sortant pour Monaco. Et puis, comme vous l'avez vu ces derniers temps, on n'est jamais à l'abri d'un petit incident donc, sur cet accès, puisque notamment la semaine dernière, quand il y avait la pénurie d'essence à la station Total, donc les gens stationnaient sur la voie, et donc de ce fait, une remontée de queue se crée dans le tunnel, et nous avions l'obligation de fermer l'accès à ce tunnel. C'est un projet qui est en discussion entre Monaco et la France depuis de longues dates, et puis maintenant on sait que c'est un projet capital pour la Principauté, mais également la France. Oui, surtout à cette époque, on parle de mobilité et d'améliorer donc les axes rentrant et sortant de la Principauté. Ça va être un des piliers, un des axes majeurs pour améliorer donc la fluidité aux accès de Monaco. Eh bien, merci Jean-Luc Puyot de nous avoir éclairé sur ce projet de trémie entre la France et Monaco. Merci infiniment. Merci beaucoup Émilie, bonne soirée, au revoir. Dans un tout autre domaine, une délégation autrichienne était en Principauté aujourd'hui pour visiter les locaux de Siwergy, l'usine de production de chaud et de froid, et pour rencontrer plusieurs acteurs du tissu économique monégasque. Je vous propose d'écouter à ce sujet Guillaume Rose, le directeur général exécutif du Monaco Economic Board, ainsi qu'un membre de la délégation autrichienne. Cette délégation vient de Carinthie, qui est une région très dynamique d'Autriche et qui peut nous proposer des nouvelles solutions en termes d'énergie, en termes de construction, en termes de bâtiments. Et tout ça, c'est un apport de savoir-faire aux entreprises monégasques. Donc nos entreprises membres sont très intéressées. Nous avons un gros carnet de rendez-vous. Nous irons chez Monaco Tech aussi, qui nous accueille pour parler des solutions bien évidemment digitales, mais toujours autour du thème de l'énergie et de la construction. Nous travaillons dans le métier de l'énergie. Ils veulent venir ici parce que pour moi, la Monaco est aussi un petit peu une fenêtre to the world. Et c'est pourquoi nous aimerions bien venir à Monaco, visiter nos amis là-bas et surtout travailler ensemble avec le Economic Board. Travailler ensemble, j'imagine, pour des collaborations futures. On sait un petit peu déjà dans quel secteur, sur quels axes de travail ? Pour aujourd'hui, c'est le domaine de l'énergie. On va avoir aussi du networking entre des sociétés autrichiennes et des sociétés monégasques.
mais nous irons préparer dans le futur des autres voyages de business dans des autres domaines. En fait, c'est le principe des pompes à chaleur, comment ça fonctionne. Pour les Autrichiens, c'est ce modèle, c'est quelque chose d'important parce que c'est évidemment, ils n'ont pas la mer après d'eux. Donc du coup, on est sur un intérêt très fort de la part de ces gens qui sont dans l'énergie. Un échange de savoir-faire bienvenu donc. En football, l'AS Monaco a dominé Trabzonspor hier au stade Louis II. En supériorité numérique, une grande partie du match, les Monégasques se sont imposés 3-1 face aux Turcs en Europa League grâce à un doublé de Ben Yedder et un but d'Axel Disasi. Prochain défi pour les Rouges et Blancs dès dimanche à Montpellier en Ligue 1. Faisons plus ample connaissance à présent avec Konstantin Sigov, le philosophe ukrainien dirige le Centre européen à l'Université de Kiev. Il sera l'un des prochains invités des rencontres philosophiques de Monaco, jeudi 13 octobre, avec un rendez-vous sur le thème de la guerre. Un thème qui est malheureusement d'actualité depuis près de 7 mois dans le pays de Konstantin Sigov, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez toujours eu une parole franche et sans détour sur la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Ce conflit dure. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Beaucoup de gens ont donné leur vie pour notre liberté et la vôtre. Donc, et en même temps, j'attends aussi les voix en Occident qu'il faut se préparer et envisager une victoire ukrainienne. Il faut penser l'époque après Poutine. Et même les pays traditionnellement neutres comme la Suisse font cette réflexion-là, positionnement, et pour l'Ukraine est absolument central et très important la solidarité des pays libres et démocratiques comme la vôtre. Vous aviez fait le choix de rester en Ukraine, à Kiev, avec votre fils Romain. Quelles sont les nouvelles qui vous parviennent du pays ? D'une part, on peut être toujours étonné par le courage de la résistance ukrainienne, qui n'affaiblit pas, au contraire. En même temps, chaque ville libérée, Izium et d'autres, montrent bien les terribles tragédies des massacres qui ont été opérés par l'armée russe. Il y a toujours les tragédies parmi les civils, donc il y a des crimes contre l'humanité qui sont commis, et donc nous espérons la justice et de cette façon assurer la paix stable sur tout notre continent, ce qui est évidemment une nécessité pour notre pays et pour toute l'Europe au sens le plus large. Vous êtes régulièrement intervenu dans les médias. Il était important pour vous de partager votre histoire, de pouvoir relayer ce qu'il se passait en Ukraine ? Oui, je pense que c'est très important de dire le vrai. Et c'est vrai qu'après 24 février, j'ai eu des journées avec 10-12 interviews par jour aux différentes chaînes de télévision. Ensuite, je pense qu'il est aussi important de publier, par exemple, un livre. La guerre nous impose une rupture, mais il faut malgré tout travailler pour la continuité et ainsi envisager l'avenir, envisager après-guerre, envisager la reconstruction de notre pays et envisager aussi la naissance d'une nouvelle Europe qui nécessairement doit être différent. Je pense à vraiment une réintégration complète de l'Ukraine à l'Union européenne. Il y a d'autres institutions de sécurité européennes qui nécessitent d'être élaborées plus sérieusement. La guerre sera le thème des rencontres philosophiques de Monaco. Comment la philosophie peut trouver sa place en période de conflit lorsqu'elle semble à contre-courant, à contre-temps ? Les rencontres philosophiques ont mis en exergue cette formule d'Emmanuel Levinas que, après vous, cette formule de politesse devrait être les plus belles définitions de notre civilisation. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons, avec nos amis et collègues des rencontres philosophiques, considérer que cette formule « après vous », ce n'est pas seulement une formule de politesse, c'est aussi l'idée qu'après cette génération des grands témoins, comme Levinas, Paul Ricoeur, Jean Kilevitch, nous pouvons prendre très au sérieux que nous sommes en train de vivre après
vous, après eux, après les gens qui sont, encore une fois, donné leur vie pour nous. Donc c'est à la fois une gratitude, un sens très très fort que nous vivons, nous sommes libres grâce à eux. Mais aujourd'hui, nous pouvons comprendre que le socle de notre civilisation, aujourd'hui, doit être pensé en profondeur, ensemble, et ainsi être renforcé. Un dernier mot, Constantin Sighoff, sur l'accueil que vous avez reçu de la Principauté. Vous êtes en résidence dans les ateliers d'artistes de la Direction des Affaires culturelles. Quels sont les projets que vous y menez ? Écoutez, d'une part, je me prépare pour rencontrer les lycéens ici au Rocher. Et par ailleurs, je viens d'achever l'ouvrage. Donc hier, j'ai signé la conclusion où j'ai évoqué évidemment les rencontres philosophiques. L'ouvrage doit paraître en novembre à Paris. Donc je serai très heureux de le partager avec vous et avec les gens qui s'intéressent à la pensée, à l'intelligence, d'ailleurs, encore une fois, qui déborde largement les murs universitaires. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci infiniment, Constantin Sighoff, d'avoir été avec nous sur Monaco Info ce soir. Merci à vous. Et puisque nous parlons culture, le prix Nobel de littérature a été décerné hier à Annie Ernaux. C'est la première Française à recevoir cette distinction. Plusieurs des livres d'Annie Ernaux sont des best-sellers. L'ensemble de son œuvre avait d'ailleurs été salué par la Fondation Prince-Pierre de Monaco l'an dernier en lui remettant le prix littéraire. Intéressons-nous à présent au dernier concert donné à l'Auditorium Régnier 3. Il s'agit d'un récital donné par la pianiste Maria João Pires avec au programme Schubert et Debussy, le reportage de José Sacré. Maria João Pires, une pianiste d'exception, une femme chaleureuse, attachante et toujours disponible. Malgré le stress, elle nous a reçus dans sa loge juste avant son récital, jeudi 6 octobre. Moi, j'ai tendance à être stressée pour jouer en public, mais ça ne m'aide pas du tout de me meurtrir avec ne pas voir les gens ou rester isolé. Ça ne m'aide pas. Moi, je préfère communiquer et sentir que je suis une personne comme les autres, que je fais un travail comme tout le monde. Ça aide. Le succès de Maria João Pires et sa longue carrière ne l'empêche pas de travailler toujours beaucoup avant chaque concert. La recherche de la perfection ? Je ne pense pas que c'est la recherche de la perfection. C'est la recherche de trouver le contact avec la source de la musique et trouver les bons moyens de pouvoir transmettre. La perfection, c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment parce que c'est quelque chose qui peut nous dévier d'une vérité. Les pianistes de grand talent se succèdent sur la scène de l'Auditorium Régnier 3 dimanche prochain. C'est Alexandre Kantorov qui jouera le concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninov. Dans le reste de l'actualité, la Principauté se mobilise pour Octobre Rose. Ce 6 octobre, les façades des institutions monégasques se sont illuminées de rose, couleur symbole de la campagne de sensibilisation au cancer du sein. J'en profite pour vous rappeler qu'un stand sera mis en place par le centre hospitalier Princesse Grace demain, place d'Armes, de 9h à midi. Des professionnels de santé seront là pour répondre à toutes vos questions. Ce rendez-vous à présent à noter dans vos agendas. Le 19 octobre, la mairie de Monaco organise un atelier écoludique pour les enfants de 6 à 10 ans. Il aura pour thème l'automne. Plus d'informations sur le site officiel de la mairie de Monaco. Nous vous emmenons en Italie à présent suivre un exercice nécessaire en prévision d'une possible pollution en mer. L'opération s'appelle Ramoshpol et mobilise 3 États. Vanessa Dessy, vous êtes à une 60aine de kilomètres de la Principauté, du côté d'Imperia en Italie, avec Thomas Deus, et vous avez suivi cet exercice pour Monaco Info. Conscient de la nécessité de préserver la Méditerranée, la Principauté, la France et l'Italie mettent ensemble des actions communes afin de limiter la pollution marine.
De cette volonté de protéger les eaux du littoral méditerranéen, naît l'accord Ramoge en 1976 sous l'impulsion du prince Régnier III. Ratifié par les 3 pays, il s'inscrit dans le cadre de la Convention de Barcelone et c'est seulement en 1981 qu'il entre en vigueur. Dans ce cadre et face à la catastrophe du naufrage à Veynes en 1991, le plan Ramoge-Pol voit le jour quelques années plus tard. Une véritable coopération opérationnelle en mer. Le fait de pouvoir mettre 3 pays en commun pour lutter contre un phénomène aussi dévastateur qu'une pollution en mer par hydrocarbures ou encore par des produits caustiques ou des produits polluants, c'est déjà beaucoup. Alors il y a certainement des choses qui sont perfectibles. Tous les ans on s'améliore. Il n'y a pas de solution miracle et l'idée c'est de travailler, d'impliquer petit à petit toute une chaîne de personnes qui soient capables de répondre de manière tout à fait spontanée, on va dire, à un événement majeur qui se déclencherait dans notre belle Méditerranée. Et chaque année, l'exercice est bien rodé. Une nouvelle simulation a eu lieu au large du port d'Imperia en Italie. Un navire-citerne transportant de la soude caustique lance un Mayday en signalant une explosion à bord, provoquant ainsi une fuite dans la coque côté tribord. L'idée, c'était qu'il y avait un bateau qui était sur site, un navire-citerne sur lequel une explosion avait lieu et duquel se déversait et du fuel et aussi de la soude caustique. Et c'est une première dans un exercice anti-pollution. Après plusieurs observations du site, le plan Ramoge-Pol a été déclenché. Le plan Ramoge-Pol aura permis un déploiement de 18 moyens aériens et maritimes. Au cours de l'exercice, pas moins de 3 systèmes de prévision de déplacement d'hydrocarbures ont été activés, mis en œuvre par le ministère de la Transition écologique et par l'intermédiaire de la société Castalia à bord du Portofino, un navire anti-pollution. Chacun à son poste, ces hommes ont acquis des réflexes communs. Ils ont aujourd'hui la capacité d'intervenir rapidement en cas de pollution accidentelle. Le process est très précis. Quindi adesso noi ci adoperiamo per il suo contenimento attraverso le barriere gonfiabili assieme ai nostri amici francesi e si procederà successivamente a aspirare l'olio del carburante attraverso un separatore che rilascia l'acqua e raccoglie l'olio che sarà inviato nei depositi della nave per poi il successivo smaltimento in costa a terra. Ricominciamo le operazioni di vestizione, quindi che si ricompongano le squadre. Pour la première fois, le ministère a également proposé une simulation de nettoyage du littoral, augmentant ainsi le réalisme de l'opération. Pour la 2e année consécutive, la principauté avait mis à disposition de l'Italie la vedette princesse Gabriella. La division de la police maritime et aéroportuaire de Monaco s'est placée à cette occasion en tant que soutien. Monaco a mis encore cette année en œuvre 2 moyens nautiques. Donc le bateau Princesse Gabriella qui a donc permis de déployer l'unité d'intervention des drones, l'UDLA, à son bord et qui a donc la charge, sous l'égide de la Direction de la Sûreté publique et du département de l'Intérieur, de prendre en charge les interventions dans le cadre de Ramoge. Et il y avait également la Direction des Affaires maritimes qui a déployé un moyen, le Vitamar 3, à bord duquel il y avait des observateurs. Et puis cette année, nous avions également les sapeurs-pompiers, la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco. Donc globalement, c'est un bilan très positif. Et puis donc bien sûr, un accueil exceptionnel en Italie et une organisation parfaite du secrétariat Ramoge pour nous orchestrer l'ensemble de ces interventions. Vous venez de le voir, d'importants moyens maritimes et aéroportuaires sont aujourd'hui, grâce au plan Ramoge-Pol, au service de l'environnement. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour le début du week-end, Frédéric Hélion? Le temps sera variable, Émilie, samedi, avec une journée coupée en deux, une matinée ensoleillée. Puis les nuages feront leur apparition à la mi-journée pour devenir bien denses dans l'après-midi.
Quelques gouttes de pluie pourraient tomber dans la soirée. Les températures seront comprises entre 15 et 21 degrés. Samedi 8 octobre, ce sera la Sainte Pélagie. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous étions du côté d'Imperia tout à l'heure, allons plus à l'est, à Bologne plus précisément pour refermer ce journal. Bologne, le premier adversaire de l'AS Monaco Basket dans cette nouvelle saison en Euroleague. Photo signée ce soir, Michael Alési. Excellente soirée à tous et à demain, samedi, pour une nouvelle édition.